Le comité du village rassemble tous les pêcheurs pour une réunion, annonçant qu'à l'avenir, en plus des frais actuels, ils augmenteront de 20% les frais de service. Les pêcheurs gagnent déjà peu. Payer cette somme les mettrait en déficit. Mais sans payer, ils ne peuvent pas vendre leur pêche. Le père d'Annie n'en peut plus. Il se lève et gesticule en langue des signes, accusant ces marchands sans scrupules de monopole et d'exploitation. À la fin, son frère se joint aussi, déclarant qu'ils chasseront les intermédiaires. Ils sont prêts à payer le double du prix pour racheter la pêche des autres pêcheurs et faire de la vente directe. Comment ces trois sourds-muets peuvent-ils vendre tant de poissons ? Alors la pression retombe sur Annie. Elle doit maintenant non seulement accompagner la pêche en mer, mais aussi faire les bons de livraison, la réception, contacter les acheteurs. Toutes ces choses ont besoin d'elle. Annie arrive donc en retard tous les jours, et s'endort même pendant les répétitions. Ce jour-là, elle gère les affaires familiales devant le professeur. Le professeur ne peut plus supporter le manque de sérieux d'Annie. Annie promet que c'est la dernière fois, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elle l'imaginait. Au fur et à mesure que les affaires familiales se mettent sur les rails, la pression d'Annie devient de plus en plus grande. Ce jour-là, elle termine son travail, juste au moment d'aller chez le professeur pour répéter. Les gens de la télévision arrivent. Ils veulent faire un reportage sur l'histoire de la famille d'Annie. C'est très important pour les affaires familiales. Mais l'heure du cours approche. En tant que seul interprète de la famille, maman ne laisse pas Annie partir. Sans autre choix, Annie arrive encore en retard. Le professeur conseille sincèrement à Annie de choisir entre la famille et le rêve. Le soir, Annie ouvre son cœur à sa famille, mais en entendant que leur fille veut aller à l'école de musique, les parents ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont aucune notion de la musique et ne connaissent pas le niveau de chant de leur fille. Le plus important, c'est que les affaires familiales commencent juste à s'améliorer. Elles ne peuvent pas se passer d'Annie. Cette fois, Annie est complètement déçue. Il s'avère que dans les yeux de sa famille, son rêve ne vaut rien. Le lendemain, elle ne suit plus sa famille pour pêcher en mer. C'est sa première grève. Elle retrouve Jacques et va jouer ensemble au bord du lac. Mais sans Annie, papa et son frère ont encore des problèmes. Les gardes-côtes arrivent en urgence. Ils montent sur le bateau de pêche, mais ceux à bord n'ont aucune réaction, parce qu'ils ne peuvent pas répondre à temps à l'appel des gardes-côtes. C'est considéré comme une infraction. Le soir, papa et maman rejettent toute la responsabilité sur Annie. Annie se sent très injustement traitée. Le lendemain, la famille d'Annie se rend au commissariat. Non seulement ils doivent payer une amende de 3 000 $, sinon les gardes-côtes confisqueront définitivement leur bateau de pêche. Papa décide de vendre le bateau pour soutenir les études universitaires d'Annie. Mais Annie refuse. Elle décide d'abandonner l'opportunité d'étudier à Berkeley, parce qu'Annie comprend que si elle part, la vie de sa famille deviendra extrêmement difficile. Le soir, maman vient dans la chambre d'Annie. Elle apporte une belle robe. En fait, dans le cœur de maman, l'inquiétude dépasse l'égoïsme. En tant que sourde muette, la musique pour elle, c'est comme une chaîne étrangère, comme des couleurs pour un aveugle. Elle a peur que sa fille soit blessée par l'échec. Bientôt la cérémonie de remise des diplômes commence. Toute la famille est présente. Annie porte la robe offerte par sa mère. Elle et Jacques chantent ensemble sur scène. Le public en bas est plongé dans leur voix. Certains pleurent même. Mais papa affiche une expression perplexe, parce qu'ils n'entendent pas. Ce n'est qu'en voyant le public se lever pour applaudir et acclamer, que papa réalise que le chant est terminé.